Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous. Voici les principales informations de ce jour. Le délai fixé pour le retrait des troupes israéliennes du Liban Sud dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah a expiré ce matin. Pourtant, Israël a maintenu 5 postes de contrôle. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, ayant déclaré que l'armée israélienne restera dans une zone tampon au Liban avec 5 postes de contrôle et continuera d'agir de façon coercitive et sans compromis contre toute violation du cessez-le-feu par le Hezbollah. Parallèlement au retrait des troupes israéliennes, l'armée libanaise s'est déployée dans des villages frontaliers, notamment dans les localités de Abbasiyeh, Al-Majidiyeh, Kfar Kila, Marjario dans le secteur est, à Ardaïsé, Barkaba, Houla, Baïsi Jabal, Blidab, Haïbib, Marjario dans le secteur central, ainsi qu'à Baroud Ras et la partie restante de Yaroud à Bentijbel. Dans un communiqué, l'armée libanaise a indiqué que des unités militaires s'étaient déployées dans une dizaine de villages en coordination avec le comité du Quintet chargé de surveiller l'accord de cessez-le-feu et avec la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FIDUL, après le retrait des forces israéliennes. Malgré l'ampleur des destructions, environ 100 000 Libanais parmi plus d'1 million de déplacés attendent toujours de retourner dans leurs villes et villages. Plusieurs municipalités ont appelé les habitants à attendre que l'armée libanaise se déploie dans leurs villages pour garantir leur sécurité. Quelques heures après le délai fixé pour le retrait de ses troupes dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah, l'armée israélienne s'est retirée des villages du Liban Sud mais a maintenu 5 positions militaires en des points stratégiques pour surveiller la frontière selon ses déclarations, malgré la volonté des autorités libanaises qui œuvraient pour un retrait total. L'armée israélienne a présenté sa décision de rester dans 5 points stratégiques comme étant une mesure temporaire jusqu'à ce que les forces armées libanaises soient en mesure d'appliquer pleinement l'accord de cessez-le-feu. En d'autres termes, le désarmement complet du Hezbollah, le démantèlement de ses infrastructures, son retrait au nord du fleuve Litanie, à une trentaine de kilomètres de la frontière, et la cessation complète de ses activités militaires. Le Hezbollah doit être désarmé et Israël préfère que l'armée libanaise s'en charge, mais personne ne doit douter qu'Israël fera ce qu'il a à faire pour que l'accord de cessez-le-feu soit respecté et pour défendre notre sécurité, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. De son côté, le nouveau gouvernement libanais a affirmé dans sa déclaration ministérielle que l'État détient le monopole des armes dans le pays et a promis de libérer tout le territoire. Les présidents Aoun, Berri et Salam ont présenté un front uni face au retrait israélien incomplet. Ils ont souligné la nécessité du retrait israélien de tout le territoire libanais et la volonté de l'armée libanaise de s'acquitter de toutes ses tâches. Le communiqué de la présidence de la République libanaise, publié à l'issue de la réunion tripartite à Abda, a expressément noté que la présence israélienne continue sur le territoire libanais sera considérée comme une occupation. Sur ce, le texte souligne qu'Israël doit se retirer de l'ensemble du territoire libanais en conformité avec les accords, le droit international et les résolutions des Nations Unies, et que l'armée libanaise était prête à accomplir toutes ses missions, et d'ajouter que face à l'évasion d'Israël de ses engagements, les participants ont décidé de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, auteur de la résolution 1701, pour traiter les violations israéliennes et exiger son retrait jusqu'aux frontières internationales. L'accent a été mis aussi sur l'intensification de tous les cadres diplomatiques pour faire pression sur les Israéliens par l'intermédiaire de la communauté internationale afin qu'ils se retirent totalement et inconditionnellement du Liban. Les participants ont confirmé dans ce communiqué la poursuite des négociations avec la Commission de surveillance internationale et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de la libération des prisonniers libanais détenus par Israël, ainsi que le droit du Liban à recourir à tous les moyens pour obtenir le retrait des forces israéliennes. Pour leur part, la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Janine Ennis Plaschart, et le chef de la mission et commandant de la force de la FINUL, le général Haroldo Lazaro, ont publié une déclaration commune. Ils ont estimé que tout retard dans le processus de retrait de l'armée israélienne et du déploiement parallèle des forces armées libanaises au Liban Sud constitue une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
La déclaration a souligné aussi que le président Aoun et le nouveau gouvernement sont déterminés à étendre pleinement l'autorité de l'État à toutes les régions du Sud et à promouvoir la stabilité afin d'empêcher le retour du conflit au Liban, et il mérite notre soutien indéfectible dans cette entreprise. L'Arabie saoudite consolide son influence diplomatique sur la scène internationale en accueillant une rencontre inédite entre responsables américains et russes, ainsi qu'un mini-sommet arabe sur Gaza. De hauts responsables russes et américains doivent se retrouver en Arabie saoudite pour des pourparlers destinés à rétablir les relations entre Moscou et Washington, en posant officiellement les prémices de négociations sur l'Ukraine et d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Voir les deux superpuissances se retrouver à Riyad pour régler leurs différends, c'est prestigieux, et cela confirme le soft power du royaume, affirment les experts. Par ailleurs, la capitale saoudienne accueillera vendredi un mini-sommet arabe pour discuter de la réponse à apporter au plan de Donald Trump sur Gaza, réunissant les dirigeants de 6 pays du Conseil de coopération du Golfe ainsi que ceux de l'Égypte et de la Jordanie. L'Arabie saoudite a su tirer parti des contradictions et de l'affrontement entre l'Occident et la Russie dans la crise ukrainienne. Poids lourd du Moyen-Orient, le royaume, bien qu'allié historique des États-Unis, a soigneusement évité de prendre parti dans la guerre en Ukraine. Premier exportateur du brut mondial, Riyad entretient des relations étroites avec Moscou sur la politique pétrolière, tout en promettant des centaines de millions de dollars d'aide humanitaire à Kiev. Riyad a aussi joué un rôle humanitaire en facilitant en septembre 2022 la libération des combattants étrangers détenus en Ukraine, dont 2 Américains et 5 Britanniques. En août 2023, le Royaume a accueilli des discussions sur la guerre en Ukraine ressemblant plus de 40 pays, bien que la Russie n'y ait pas participé. De hauts responsables américains et russes se sont donc retrouvés dans la capitale saoudienne pour tenter de relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cet agenda ambitieux inquiète les capitales européennes et Kiev. Il s'agit de la première rencontre à ce niveau et dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Ni l'Ukraine ni les Européennes n'ont été conviés à cette rencontre, la première à ce niveau, et dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Elle intervient après l'appel téléphonique la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ayant participé du côté américain le secrétaire d'État Marco Rubio qui s'était entretenu avec le prince héritier Mohammed Ben Salman, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. La Russie a été représentée par le chef de sa diplomatie Sergei Lavrov et Yuri Ukchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, ainsi que le conseiller saoudien à la sécurité nationale Mas'ad Ben Mohammed Al Nahman ont assisté à la réunion. Cette rencontre marque un nouveau rebondissement dans les relations entre les États-Unis et la Russie que les Européens redoutent. Preuve en est, le président français Emmanuel Macron a convié à Paris des dirigeants européens pour tenter d'afficher une attitude commune sur la sécurité européenne. Il s'est également entretenu avec Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Zelensky a de son côté déclaré que son homologue français l'avait informé des discussions avec les dirigeants européens et qu'il partageait une vision commune de la manière à parvenir à la paix. Le président ukrainien, qui se trouve en Turquie, est attendu mercredi en Arabie Saoudite. Il a répété hier que l'Ukraine ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle et a regretté de ne pas avoir été informé en amont des pourparlers de Riyad. Sans constituer de véritables négociations de paix, cette réunion doit malgré tout servir à préparer d'éventuelles discussions sur le règlement du conflit ukrainien. Or, comme premier résultat à cette rencontre, on note que le Kremlin a déclaré reconnaître le droit de l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne, mais pas l'OTAN, et que Vladimir Poutine est prêt à négocier avec Zelensky si nécessaire. Et en note finale de ce journal, nous vous parlons d'une version de plus pour rivaliser avec ChatGPT et DeepSeek, le Grok 3 d'Elon Musk. Musk a présenté la dernière version de Grok 3, le robot de conversation développé par sa société d'intelligence artificielle.
Il espère que grâce à Grok 3, rivaliser avec l'américain ChatGPT et le chinois DeepSeek. Musk s'était targué de présenter l'intelligence artificielle la plus intelligente sur Terre. Grok sait comprendre l'univers, a déclaré le milliardaire américain lors de la présentation de la dernière version de Grok 3. Nous sommes guidés par la recherche de la nature de l'univers. C'est aussi ce qui nous pousse à être une intelligence artificielle qui recherche au maximum la vérité, même si cette vérité est parfois en désaccord avec ce qui est politiquement correct, a-t-il affirmé. Ce lancement intervient au moment où le patron de Tesla, SpaceX, et propriétaire du réseau social X, se voit propulsé par le président républicain Donald Trump à la tête d'un vaste chantier de coupe dans les dépenses de l'État fédéral qui inquiète démocrates et syndicats, notamment sa fonction à la tête du DOGE, la commission chargée de l'efficacité gouvernementale, soulève des interrogations sur les risques de conflit d'intérêts, l'homme le plus riche du monde ayant de très gros contrats publics. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.